Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Je suis ravie de recevoir à nouveau Bérengère Krief à l'occasion de son nouveau spectacle, le 3e, au Théâtre de l'Œuvre, dès octobre prochain et en tournée partout en France en 2025. Bérengère, c'est notre 3e épisode ensemble. Je tenais donc à te dire que tu es sur plus de 200 épisodes, la personnalité la plus écoutée ever du podcast. J'aimerais donc que tu nous fasses un discours très solennel, très digne des Oscars. Et pour cette raison, j'aimerais que tu regardes dans le sac derrière. C'est du vrai. Un Oscar du number one de La Leçon. Je suis très touchée. Wow. Oh, wow. Là, faut que tu pleures, en fait, parce que c'est quand même émouvant. Sorry. Non, je suis très touchée. Non, mais en vrai, je suis très touchée. Enfin, moi, je gagne jamais de récompense. J'en ai peu gagné, voire pas. Et ça commence très triste, ce discours. Et je suis très touchée que les gens aient eu plaisir à m'écouter, parce que des fois, j'ai l'impression que je raconte mes salades et que peut-être ça n'intéresse personne. Mais mon but vraiment, c'est que ça parle aux gens et que peut-être ça fasse écho chez eux. Donc, merci à toi, Pauline. Non, je rigole, tu sais. Aux Oscars, ils te coupent toujours avant la fin. T'es là. Et mes parents, et au revoir. Merci. Oh. Voilà, c'est magnifique. Et puis surtout, c'est du vrai. Hein. C'est lourd, tu verras cette qualité. On l'entend. Du vrai or. 5,95 € rue Faubourg-Poissonnière, tu sais. Ensemble, après ton premier spectacle qui traitait de l'amour, qui était génial. D'ailleurs, petit aparté, je crois que je te l'ai pas dit, mais je l'ai vu genre 2 jours après ma rupture. Oh, ça pique, ça fait du bien. C'était un peu des deux. Mitigé. J'étais en mode waouh. Et à la fois, c'était si juste ce que tu disais dedans. Et ça donne un peu d'espoir, mais 2 jours, ça pique. Bravo d'avoir traversé ça. Le professionnalisme poussé vraiment jusqu'à l'extrême. Je te remercie. Et cette fois-ci, tu reviens avec un spectacle intime, mais d'une autre manière, sur la sexualité. Et tu vas nous raconter comment tu as réussi à te redécouvrir à travers... à me découvrir. À te découvrir, ce qui est déjà pas mal pour commencer. Nous, les femmes, franchement... Ouais, c'est un voyage quand même. Et on n'a pas beaucoup d'outils à portée de main facilement. Et c'est vrai que ça, en fait, je me suis rendu compte pour écrire ce spectacle, pendant l'exploitation d'amour, j'ai commencé à penser à l'après, et je me suis dit, mais là, je viens de raconter toute ma vie, ma plus grosse rupture et tout. Je me suis dit, mais de quoi je vais parler? Et d'un coup, c'est comme si j'avais une partie de moi qui avait étudié dans son coin. Okay. Et en fait, j'ai lu vraiment beaucoup de livres sur la sexualité. Genre quoi? Tu te rappelles de livres? En fait, ça a commencé très tôt. En fait, je crois que la sexualité... Moi, je suis quelqu'un de très scolaire et j'aime bien comprendre les choses avant de les faire. Voilà. J'aime bien... Je suis pas une autodidacte totale. J'aime bien comprendre comment ça fonctionne. Et depuis toujours, la sexualité, c'est un truc dont on parle pas. C'est vraiment le truc de l'autodidacte, en fait, pour chacun. Chacun fait son parcours en faisant. Et après, tu te fais tes petites tambouilles internes ou pas. Et moi, il y avait quand même beaucoup de trucs qui me convenaient pas. J'ai eu des relations très compliquées avec le mec avec qui c'est compliqué, c'est toxique, il y a pas de désir, donc tu sais même pas si tu le désires. Il se passe plus rien, mais tu vois, ça a commencé là en fait. Tu sais même plus si t'as une libido, t'as l'impression que t'en as pas. Mais par contre, tu veux le faire parce que on t'a dit que sinon le couple ça vaut pas le coup et tout. Donc Et mon premier livre, je l'ai acheté à ce moment-là, avec ce mec-là, et j'avais acheté Le sexe pour les paresseuses. Mais qui m'explique... Paresseuse, c'est déjà sympa. Déjà, bon, ça vendait pas un truc, mais c'était c'est les premiers livres. Et puis, c'était pas un livre de cul, c'était un livre sur la sexualité, c'est ça qui m'intéressait. Donc, du coup, en tête de gondole à la Fnac, un livre rose avec des illustrations, tu vois. Et je me rappelle me dire, mais tiens... je connais pas en fait mon corps. Donc il y avait écrit des descriptions de la vulve, le machin, tout ça, comment ça se passe. On te parlait du point G, mais j'étais envie de dire donnez-moi un GPS, donnez-moi quelque chose. De ouf. Donc je commence et le mec réagit pas du tout bien à ça. Ah il trouve ça ça le vexe. Ça le vexe.
ça le vexe, mais vénère. Ça le vexe très fort. Genre, il est vraiment genre pas content que je fasse une exploration moi-même. C'est comme si c'est comme si je lui disais, écoute mec, t'es gentil, mais c'est moi qui vais conduire la voiture. Donc t'es gentil parce que là t'y arrives pas du tout. C'est pas du tout ce que je disais. J'essayais d'être dans le couple, tu vois, à la hauteur. Au contraire. Ouais. J'essayais d'être sujet d'une sexualité. Donc ça m'a un petit peu échaudée quand même parce que j'avais toujours ce truc de me dire, les garçons, on peut les vexer. Et donc ma formule, je veux pas revenir sur amour, mais j'avais vraiment ce truc de quand on doit être avec quelqu'un, on est en couple, un truc très classique. Et en fait, du coup, la sexualité dans le couple, je me disais bon bah tu dis pas à ton copain. Il fallait que ma mère, elle me disait toujours alors ma mère, elle mettait pas les mots sur les choses. Vous en parliez un peu chez toi? Ma mère avait très peur elle était dans la prévention totale. Ouais, en mode que tu sois pas enceinte et le reste, Inch'Allah. Voilà. Ouais. Mais c'est-à-dire que t'es presque dans un truc de peur. On est que dans la prévention. Personne te parle de plaisir. Ouais. Donc moi, j'avais un mec. Mon premier rapport, je l'ai avec un mec avec qui je suis depuis assez longtemps. Et ma mère, elle était en flip, mais presque déraisonnée. C'est-à-dire que moi, j'ai souvenir. Et c'est là où j'essaye d'écouter cette voix pour le spectacle. C'est-à-dire que si je reviens en arrière, je me rappelle me dire, je vais prendre mon temps. Je trouve ça cool. Je trouve ça sympa. Mais je suis vraiment à l'écoute. Et pendant... c'est tellement positif et doux comme oui, mais j'étais vraiment avec moi. Quoi. J'étais vraiment avec moi. Et le mec, on était dans un truc de quand je pourrais, je le ferais. Mais pour te donner un exemple, déjà, j'étais comme ça avec juste rouler une pelle. J'avais trouvé ça intrusif. J'avais trouvé ça tellement, mais violent dans le sens où, à quel moment un gars que tu connais pas, tu vois, j'avais pas l'élan. Alors peut-être qu'il me plaisait pas, hein, il y avait peut-être pas trop de désir. C'était pas logique pour moi non plus. J'étais en mode, c'est le truc qu'il faut trop faire. Ouais, c'est bizarre pour valider que tu sors avec, mais c'était trop. Et je me rappelle, j'avais pas aimé. Et le deuxième mec avec qui je sors, j'avais envoyé ma meilleure copine lui dire, alors, elle sort avec toi, mais elle t'embrassera quand elle sera prête. Mais tu vois, ce truc de vraiment me respecter à fond. Et ça, je l'ai jusqu'à ma première fois où en fait, je lâche un peu la rampe. Et là, je commence un truc d'ego, de est-ce qu'il me plaît? Ce premier mec va me tromper très peu de temps après avec une autre meuf. Donc, tu vois, je me retrouve avec des bails de meufs de 45 ans avec son mari qui se barre avec la secrétaire à 16 ans, tu vois, sans pouvoir en parler. Je trouvais que les meufs qui avaient une sexualité, c'était pas hyper bien vu. Donc, tu vois, j'ai pris ce nœud-là et je me suis dit, mais attends, partons d'ici et refaisons le film de cette sexualité. Pourquoi on en arrive là, quoi? Et en plus de ça, toi, ça te fout cette pression-là dès le départ de te dire mon mec est parti avec une autre, donc il y a tout de suite une idée de performance. Oui, il faut faire le taf parce que je le sais, voilà, il se barre vraiment. C'est ça. C'était pas, et c'est vrai que je pense que la sexualité ça démarre quand même. Enfin, c'est à l'image. Est-ce que vraie question, est-ce que notre sexualité, faut pas revenir au cœur du truc, au premier rapport, pour voir comment c'est aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que c'est ce nœud qui se joue. Très intéressant. Tu vois. Je vais te dire un exemple. Un jour, j'en parlerai parce que malheureusement, dans ma dernière relation, j'ai eu un traumatisme sur la sexualité. Je suis encore en train d'en guérir, j'ai travaillé dessus. Mais durant ce travail-là, j'ai découvert un truc de fou qui s'est passé dès mon tout premier rapport. Maman, éloigne ton téléphone. N'écoute pas. Mon premier amoureux, 100% green flag, un mec extraordinaire. Sauf que, quand on l'a fait, on savait pas qu'il fallait faire des préliminaires. Donc on s'embrassait, et puis hop là, tu vois. Et j'ai même s'il a pas voulu être méchant. Mais non, il savait pas faire non plus. Et j'ai eu tellement mal que tous mes rapports jusqu'à il y a très peu de temps, j'avais mal, mais juste quand ça rentrait. Après, j'avais pas mal, mais mon corps se serrait. Et j'ai découvert avec une kiné qui est spécialisée que j'ai vue. J'ai fait aussi, ouais. Ouais. Waouh. Sœur de kiné. Ouais, yes. Non, mais ça, c'est hyper intéressant. Et ça t'a... Eh ben, j'ai découvert, elle m'a dit, ça s'appelle du vaginisme. Alors, moi, je l'avais à la base que, juste, donc, durant l'entrée, sauf que c'était dès le premier rapport et je pensais pas que c'était, je pensais que c'était normal. Ouais. Et je pense que tu t'en doutes, j'ai fait du vaginisme dans ma dernière histoire. Et mon corps a dit non, qu'il ne voulait juste pas être avec lui. Ouais. Mais c'est vrai qu'on n'écoute pas le corps. Moi, c'est un peu ça ce qui s'est passé. Moi, j'ai aussi fait du vaginisme. En fait, moi, ça a été par étapes. Mais vas-y, donne-moi des belles histoires de l'après, parce que
Ah ouais, non, l'après, bah oui. En fait, il y a eu ces étapes, c'est que déjà au départ, je ne sais pas ce que j'ai. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression d'être curieuse de la sexualité. C'est important pour moi d'avoir une sexualité, et en même temps, l'outil corps ne fait pas le taf, tu vois. Donc en fait, en gros, j'ai eu ce mec avec qui ça a été très violent psychologiquement et au niveau de la sexualité, parce que en fait, j'étais rejetée. En même temps, quand ça se passait mal. Donc tu vois, pendant presque 4 ans, donc ça abîme vachement. J'avais aucune conscience de ça, et j'ai commencé à avoir mal après avec le mec d'après, qui lui était et c'est marrant comment on choisit les gens. Mais lui, il avait beaucoup de désirs. C'est un mec, il aime ça, tu vois. Donc, je me sentais hyper désirée et ça me suffisait. Sauf que moi, je n'avais pas de désir, en fait. Et du coup, en fait, tout était fermé. En plus, on avait une relation à distance. Donc, en fait, quand on se retrouvait, t'étais censé être avide de sexualité. Et en fait, je le retrouvais, j'avais très mal. Et comme j'étais un peu... première relation, t'avais pas mal. En fait, alors ma première fois, en gros, donc je suis avec ce mec depuis 9-10 mois au collège, tu vois, je suis en 3e à peu près. Il est un peu quand même border, tu vois, il me fait des plans, on est au collège, hein, donc mais tu sais pas, donc le week-end je reviens, il me quitte, on se met en pause, en fait il a roulé des pelles avec une autre meuf, après il revient. Mais tu sais, j'étais pas amoureuse de lui. Enfin, j'étais pas dans un truc où j'étais pas attachée à lui. Et ma mère me disait, il t'a appelé? Tu sais, l'ego de pas te faire prendre pour une conne. J'étais, ah, mais personne me prend pour une conne, en fait. Enfin, tu vois, il y avait un truc. Tu savais même pas ce que ça voulait dire, non. d'ailleurs. Et donc, du coup, je me suis dit, ah bon, ah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, ça a mis déjà un enjeu où il fallait que je sois pas là pour ma mère, que je dise, ouais, non, mais c'est bon, attends, tu m'as pris pour qui ou quoi? Et après, pendant 9 mois, on découvre la sexualité ensemble. Je crois qu'on essaye, mais enfin, je suis ok avec le fait que je suis pas prête, mais j'en parle pas tellement. En même temps. Et je pense que dans ma tête, je le dis, je le verbalise pas vraiment, mais j'ai la volonté de faire un truc, une cérémonie, tu vois, quelque chose où c'est ma première fois, mais je le verbalise jamais. Je me souviens de ne pas en parler. Et un été, pareil, ma mère, si elle écoute. Non, en fait, l'été de cet été-là, je pars en vacances avec ma famille et ma mère me demande si j'ai mes règles. Toute la semaine de vacances, elle me demande si j'ai mes règles. Mes règles, le sentait venir. En fait, elle se disait, il doit se passer un truc, mais je lui disais non, mais il s'est rien passé. Et en fait, elle m'a tellement tannée que j'ai douté de moi. Ok. Tu sais, tu te dis, attends, t'es là, mais t'es vraiment dans la famille groseille. Mais je vous jure, madame, j'ai pas couché. Non, tu sais, mais j'étais ça. Ça m'a un peu touché le nombril, mon enfant. J'étais, mais, et en fait, un tel doute et une telle pression, et surtout, ma mère, elle est viscérale, donc quand elle a peur, pour moi, tu veux, elle devient, c'est vraiment la plus adorable, mais d'un coup, se raidit, donc t'es là, mais maman, et on rentre de vacances. Mes règles, évidemment, sont jamais venues en vacances avec nous. Donc, je n'ai toujours pas mes règles. Et je rentre et elle me fait faire un test de grossesse au laboratoire. Pas chez nous, je fais pipi tranquille sur un bâton. Ouais. Non, on va au labo du village. Et donc, tu te dis, mais déjà, on me croit pas. Et en plus, c'est très bizarre, en fait. C'est comme si c'était arrivé, en fait. Comme si j'avais déjà fait l'amour, en fait. Et c'est 2-3 mois après, j'étais avec toujours ce mec et on était chez lui. Tout est un peu pas du tout comme j'avais prévu. Mais c'est novembre, il pleut, mercredi après-midi, le plafonnier de la chambre allumé chez ses parents. Et voilà, et on est l'après-midi comme on fait toujours quand on est ado, on se tripote et tout. Mais là, ça va plus loin. Et je suis saisie, en fait. Et je suis saisie, je dis pas non, je dis pas oui, et je laisse faire en me disant, de toute façon, je me sens pas en insécurité, je suis chez ses parents avec mon mec et tout, mais c'est juste, c'est pas comme ça que je veux. Et j'arriverai jamais à le dire. Donc ça se termine, et j'ai souvenir de cette pulsion, quoi. Et ça se termine, et je pleure. Et là, il me dit, oui, je t'ai violée. Je dis non, mais attends. Merde. Et c'est tellement un drame. Et tu vois, avec l'écho d'aujourd'hui et de l'idée du viol, c'est vraiment dans un parking avec un mec que tu connais pas, tu dis non, excuse-moi, non. Et donc je dédramatise le truc, et finalement après j'ai souvenir d'avoir une sexualité avec lui toujours, mais j'ai pas de problème. C'est pas, il y a pas de douleur et tout. Et
Après, j'ai eu un mec gentil. Après, j'ai eu un mec qui plus âgé que moi, plus expérimenté. Là, j'avais un peu de douleur, mais j'avais surtout le mécanisme gynécologique qui s'est mis en place, la barrière gynéco. J'avais tout le temps des trucs. Des Donc, cystite, mycose, le classique, et ça n'arrêtait pas. Mais parce que il avait des pratiques adulte, tu vois, c'était un mec plus âgé que moi, et puis surtout c'était aussi sa sexualité. Et moi je m'adaptais toujours au mec. Je m'adaptais et il fallait faire plaisir. En fait, c'est ça que, enfin, t'as compris que c'était ça le jeu, quoi. Et donc en fait, il faut être bonne au lit, quoi. Ouais, et puis enfin. Ouais, puis si tu te dis, et sinon il se barre avec une autre. Moi, je l'avais vraiment vécu, sûr. Donc c'est un tout, quoi. Et c'est donc après donc après je vous fais pas tout le parcours, la meuf qui a déroulé du câble, mais attends, je sors ma liste sur mon portable. Non, et donc le premier livre que j'achète avec non, j'en étais au mec d'après le bouquin, celui qui avait beaucoup de désir pour moi, et là tout s'est bloqué. Et donc là je comprenais pas, et donc ça a duré peut-être 4-5 ans. Putain, ma pauvre, c'est long. Et des fois, on s'est séparés, et j'ai aussi eu d'autres relations. Alors, dans une totale liberté, c'est ce que j'apprenais à Paris. En plus, c'était le moment. Est-ce que j'avais découvert ça un peu avant? Parce que moi, j'ai été quand même le plan cul régulier de Bref. Mais au moment où le terme plan cul débarque dans nos vies. Ouais, c'est vrai. Et qu'on se dit, ah, on peut, nous aussi, on a le droit. On a le droit d'être avec quelqu'un, mais pas d'avoir une relation de couple et tout. Et dans les relations comme ça, dites plan cul, en tout cas dans une grande liberté de relation, eh ben j'avais pas de problème. Putain, c'est dingue comme le corps. J'avais jamais de problème. Le cerveau. Et en fait, c'est un peu le devoir conjugal quand même qui s'installe, parce que tu te dis c'est mon mec, et puis ça fait longtemps, et t'as plein de tabous, t'en parles pas. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment, puis tu ne te connais pas, donc tu ne peux pas mettre des mots. Moi je me rappelle avoir écrit, en plus j'ai été journaliste sexo-psycho chez Cosmo, et me dire putain, ces pauvres nanas qui ont ça, c'est terrible, sans savoir que je me taperais ça des années après. Et ça s'est déclenché après, ouais, c'est fou. Ouais, ça s'est déclenché. En fait, je me rappelle très très bien la première fois où ça s'est déclenché, j'avais pas tant envie de le faire que ça. Ah voilà. Tiens. Et je l'ai fait. Et je l'ai fait selon ses pratiques pour qu'il y aille à fond, pour prouver quelque chose. Là, ouais. Là, soit t'as une mycose, soit t'as un blocage. Je crois que j'ai eu les deux. Ouais. Non mais c'est fou. Et au départ, je te jure, je suis allée voir plein de médecins généralistes en disant je pense que j'ai une vulvite, tu sais, je googlais tout. Je disais mais c'est pas possible, j'ai un dérèglement hormonal, j'ai une mycose qui part pas. Et tu comprends pas en fait que c'est juste ton corps qui essaie de te protéger. Et ça on nous le dit jamais, parce que même la gynéco, moi on me l'a jamais dit, c'est en lisant. Ta gynéco t'as même pas dit ça? Non, jamais. Moi, j'arrivais, je disais j'ai mal, j'ai une mycose, j'ai un truc, et personne ne me l'a dit. J'ai dû faire mes recherches moi-même dans mon doctorat. Quelle solitude personnelle. Ouais, en lisant et tout, j'ai fait le lien. Et à un moment, je me suis dit ah ouais, d'accord. En fait, il faut. Tu vois, ça a été un long chemin. Donc il y a eu le vaginisme. Après, il y a eu le diagnostic. Au bout de 3-4 fois où je dis à ma gynéco, j'ai très mal pendant les rapports. Elle m'envoie chez la kiné, donc spécialiste de la rééducation périnéale. Qui te fout 2 doigts à l'intérieur. C'est vraiment sympa. Hein. Spectacle, parce que moi, elle était géniale. Moi aussi. Elle était, heureusement, mais elle me parlait de plein de trucs qui avaient rien à voir. Tu sais, elle me parlait de Venise avec son mari, alors que c'est la 3e fois qu'ils y vont, mais que là, quand même, ils aiment bien, parce que là, ils font pas des attrapes touristes, ils ont découvert des petits restos, donc si j'ai besoin d'adresse, alors vraiment, j'hésite pas à lui demander. Allez, madame, poussez! Respirez. Et en même temps, et donc, moi, quand elle pose le diagnostic, je reviens, donc je suis dans une autre relation à ce moment-là, où c'était compliqué et tout, et je lui dis, putain, je suis contente, je sais ce que j'ai. Et il m'a dit, bah ouais, mais c'est pas mon problème si t'as un problème avec un autre gars. Putain. Et donc là, je me sens à nouveau rejetée, comme si j'avais un handicap, tu vois. Bien sûr. Et que ça marche pas. On n'est pas une femme fonctionnelle comme les autres. C'est en tout cas ce qu'on se dit, et c'est terrible. Oui, t'as l'impression que du coup, à quoi tu sers, en fait. À quoi tu sers? Moi, ça a été ma grande solitude. Moi qui avais extrêmement confiance en moi dans ce domaine-là, alors que j'ai pas du tout confiance en moi ailleurs. Je sais pas pourquoi. Je sais pas où j'avais acquis cette confiance-là. D'ailleurs, je ne veux pas le savoir.
Mais enfin, je me sentais super bien. Oui, J'étais mais queen non, of mais the c'est world. même pas une confiance en soi. C'est-à-dire Bah, que t'abordes le sujet de manière simple, quoi. Simple, mais en tout cas, je savais que je faisais de super fellations, enfin, tout allait Ouais, bien, ouais, tu ouais. vois. Et tout d'un coup, je me suis dit que c'est terrible ce que je vais dire, mais je le dis comme je l'ai ressenti, une demi-femme. Ouais. Et je lui disais en permanence, pourquoi tu restes avec moi? Parce que tu peux pas me pénétrer. C'est terrible. C'est terrible. Bah oui, mais après, t'as vu, on n'a pas les outils, on n'avait pas le... Enfin, tu vois, moi, j'ai eu c'est pour ça que j'ai eu besoin de lire sur le corps, et j'ai eu vraiment un gros déclic pour te parler de l'après qui est mieux. C'est mieux. Après, déjà, de comprendre que le corps parle, mais pendant le confinement, j'ai eu ça avec le mec avec qui j'étais, qui était un red flag total. Et ce cas, le gars, mon corps s'est fermé. En fait, on s'est retrouvés. En plus, il voulait un enfant, donc au départ, j'étais bah oui, mais moi je fais du cerceau, tu sais, j'ai pas trop le temps. Là, bon, tu vois. Et puis là, tu te retrouves à la fin du monde. Ouais. Lui, il a un objectif, c'est repeupler la planète. Et toi, t'es là, bah en fait, on a rien d'autre à foutre que ça. Ouais, de ouf. Et tout ce temps, et je ne peux plus. Et je retrouve et je refais du vaginisme. Putain. Tu vois. Mais là, je me dis, je me rappelle. Tu sais, en plus, c'est le confinement. Donc moi, je me levais, j'écrivais des trucs. J'étais en pyjama toute la journée. Et à un moment, je me dis, mais en fait, mon corps, je l'ai jamais écouté. Ouais. Et j'avais écrit, j'avais écrit un poème à mon corps pour lui dire pardon. En fait, pardon, parce que j'ai fait comme une rétrospective. Et je me suis dit, mais attends. Et moi, j'ai vraiment eu des bails gynéco de malade, quoi. Ah bah oui. Moi, j'ai eu un truc qui s'appelle la Bartholinite. Est-ce que tu connais? Bien sûr. L'épisode sur scène qu'on a fait ensemble. Ah, mais j'en parle. Ah bah voilà. Bon, j'ai déjà tout raconté. Non, mais vas-y. Non, mais c'était une inflammation du canal qui permet la lubrification du vagin. Et donc, qui s'infecte. Il y avait des petits signes, quoi. Qui crée une boule. Et qui fait que tu peux, enfin voilà, opération, bah là t'es plus praticable. Là c'est même pouter une demi-femme. Là, je veux dire, là je vraiment. Et d'ailleurs mon ex il me disait, je suis restée avec toi. Il m'avait dit ça une fois. Il me dit, te rends compte, premier été qu'on passe. Waouh, tu dois avoir une médaille, frérot. Et j'étais là, waouh, c'était violent. Donc si tu veux la guérison du vaginisme avec un mec qui comprend pas le truc. Donc tu sais c'était. Moi, vraiment, la sexualité, c'est une forêt avec des retours de branches toutes les 5 minutes, quoi. Tu vois, c'est vraiment genre. Pourtant, t'as tes bottes aigles. Enfin, t'as fait tout comme il faut. Et donc, jusqu'à ce que je fasse j'ai fait tout, la sophro, tout machin. Et comment j'arrive à ça? Je commence mes stages ardéchois, là, dont j'avais parlé. Drôle, tu vas me donner tes adresses parce que. Le stage en Ardèche et tout. Donc, je commence un peu à, écouter. Et finalement, par le biais de ces personnes des stages, je rencontre un chaman. Et le truc, mais vraiment, tu sais, c'était à 7-8 ans, je pense. Et en fait, on rencontre ce gars et on va toutes voir ce chaman pour faire un nettoyage énergétique de l'utérus. Et donc c'est ça le pack qu'on achète. Un gars qui était chilien en France et tout, et sur le conseil d'une copine, elle me dit, mais non, mais fais-le, c'est super, tu vas voir. On dirait que tu parles d'une smart box. Mais oui, mais on est vraiment dans un gros délire mais après, je me suis toujours demandé, parce que quand je le raconte, les gens se disent, non, mais Bérangère, excuse-moi, quand même, on voit le documentaire sur Raël, tu te dis, non, mais je suis naïve. Mais écoute, je suis très contente de l'avoir fait, et moi, je crois aux énergies et tout ça, donc, mais donc, du coup, il m'a proposé de partir en voyage, ce que je raconte dans le spectacle. Il me propose de partir en voyage une semaine avec lui en face to face. Tu vois, vraiment un voyage, c'est vraiment sans Frédéric Lopez. Mais c'est un peu le même principe, quoi. C'est un peu te dépasser. Et je me dis, bon, au début, je suis pas très chaude et tout. Et c'est intimidant à deux, en plus, avec lui. Ouais, après, je l'avais quand même déjà vu et tout, mais bon, t'étais là, en plus, t'es dans ta vie parisienne, t'as ton taf, tu te dis, qu'est-ce que je vais aller partir une semaine avec ce gars au Chili pour faire, tu vois,
nettoyage énergétique de l'utérus. Mes parents ne sont pas au courant de cette histoire. Bon, bah, quand ils vont venir voir le spectacle. Quelques mots-clés, Quand ils vont voir le spectacle, ils vont, découvrir. Ça, c'est aussi intéressant par rapport au spectacle parce que j'ai vraiment à cœur de parler de ça parce que c'est un sujet qui me passionne et qui me pose pas de, tu vois, là, quand on en parle, j'ai aucun problème. Mais vis-à-vis de ma famille, ça va être une step, quoi. En plus, vraiment, moi, mes parents, je suis vraiment, me voit comme une petite fille avec un euro dans les cheveux, tu vois. Je me dis, mais... et en plus de ça, il y a quelque chose de médical dans leur approche de la sexualité envers toi. C'est qu'on te prévient des dangers, mais on élude la question par ailleurs, quoi. Ouais. Je me rappelle, les seules fois où j'ai parlé de sexualité avec ma mère, c'est parce que j'avais un souci. Ouais. La fois où je pensais qu'un ex m'avait donné de l'herpès. Cette fois-là. Je n'en ai pas eu au final. Yes. C'est vrai que nos mères, ma mère, elle a souffert de pas pouvoir parler de ça. Elle avait vraiment peur que je me retrouve dans une situation où t'es là, ça te gratte, tu sais pas quoi faire et tout. Donc elle était en prévention plus pour pas que je me retrouve dans une tanasse et parce que je pense qu'elle a souffert de ça aussi. Donc elle a fait comme elle a pu. Voilà, et je lui en veux pas du tout. Mais c'est vrai que c'était la notion de plaisir, moi, qui était où je me disais, mais est-ce qu'on a le droit de dire qu'on a du plaisir? Est-ce qu'on a le droit de dire que c'est sympa? Ou tu vois, c'était un peu. Et dans ma famille, les femmes, c'est des femmes d'eux, quoi. C'est des épouses. Et en fait, des fois, tu sais, moi, je regarde les couples, je me dis, mais ils ont une sexualité. C'est quoi leur sexualité? Enfin, ça n'apparaît nulle part. Mon grand-père était très là-dessus. Mais d'ailleurs, ma mère a été élevée comme ça. C'est-à-dire que quand il regardait un film, elle m'a toujours raconté. Il regarde un western avec mon grand-père, ma grand-mère, ma mère et ses sœurs. Et mon grand-père dit, quand la femme arrive dans le film, il dit, allez, la bonne femme qui arrive, ça va foutre le bordel. Allez, je vais me coucher. Et là, tu te dis... On part de là. Ça, c'est le point de départ pour ma mère. Donc, si tu veux, j'espère que ce spectacle, ça fera office de guérison aussi. Parce que il s'agit pas juste de raconter mes histoires foireuses. C'est vraiment d'essayer de comprendre d'où on vient et où on peut aller. Et en tout cas, pour le vaginisme... Et donc, ce chaman-là, tu vas au Chili. Je vais au Chili et en fait, comment je peux raconter ce voyage? Je suis dans un lâcher-prise total parce que du coup, je ne sais jamais ce qui va se passer. Mais je sors totalement de ma zone de confort. C'est-à-dire qu'il m'emmène chez des gens qu'il connaît. Tu vois, je parle pas la langue. Je suis là. Tout me sort de mon quotidien, de ce que j'ai connu dans ma famille aussi. Une culture extrêmement différente. Voilà. Tout est des paysans. Ouais. Et puis t'es dans une zone de hors de ta zone de confort. Donc c'est même dans ton corps, c'est pas la même chose. Et donc à un moment, il me dit on va aller à la fontaine de l'Esperanza, donc je comprends qu'il va y avoir un peu un cérémoniel de nettoyage et tout. Et en gros, je raconte pas parce que je le raconte dans le spectacle, mais en tout cas, ça m'a permis vraiment de comprendre l'impact de la sexualité sur le corps. C'est-à-dire aussi, on est aussi à une époque où on prône, grâce au féminisme, quelque chose d'une grande liberté d'être et donc de pouvoir avoir beaucoup de partenaires. Presque ça devient... moi, j'avais vraiment un moment, quand j'étais célibataire, c'était vraiment je fais ce que je veux et tout. Ouais. Et en fait, c'était après ça, il me disait, en fait, il faut nettoyer parce que la différence... et ça aussi, je trouve qu'on n'en a pas conscience, mais je dis toujours, c'est que la différence entre un corps pénétrant et un corps pénétré, c'est comme quand t'invites à dîner chez toi ou que tu vas dîner chez quelqu'un. Très intéressant. C'est-à-dire que toi, t'as invité à dîner. Tu repars à la fin du dîner tranquillement, tu prends ton taxe, tu rentres chez toi. Quand t'as invité à dîner, tu ranges, t'as ton sol qui colle, tu fais ton lave-vaisselle. Ça pue la clope. T'as ta plaque de cuisson qui est dégueulasse. T'as un impact de la venue des personnes. Et en fait, on fait comme si on recevait pas chez nous. Et en fait, ce qui veut dire ce nettoyage, c'est que il faut nettoyer ta cuisine, quoi. En tout cas, avoir conscience que il y a un nettoyage chaque homme qui rentre laisse un petit cadeau, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant. Je pense aussi que
Alors, c'est pas exactement la même chose, mais de ce que j'analyse des choses à l'heure actuelle, moi, j'ai pris du recul là-dessus. Ces derniers mois, j'ai pas eu de sexualité du tout. Ouais. Bah, tu vois, c'est un nettoyage, ça aussi. Bah, tant mieux. Alors, ça me rassure, ça veut dire que je suis dans le bon chemin. On le fait d'une manière aussi spontanée. Parce qu'en fait, en vérité, tu cleans l'énergie, elle se renouvelle. Ouais. Après le nettoyage, il m'a dit de faire un temps d'abstinence, en fait, sexuelle. C'était important pour que le corps se régénère et tout. Et ça, et en fait, quand j'ai fait cette expérience de l'abstinence, alors ça peut paraître, c'était, je sais plus combien de temps c'était, mais c'était un petit temps, tu vois. Et moi, à cette époque-là, j'étais, attends, ça va être compliqué, ma vie, je vais faire quoi, en fait? Et en fait, j'avais adoré parce que finalement, quand j'allais à une soirée, je me disais, de toute façon, je peux rien faire. Donc, du coup, t'es 100% toi-même. Ouais, t'avais un truc où t'es pas en offrande. Tu vois, tu mets pas ta papillote et tu dis, excusez-moi, quelqu'un a faim. Prenez-moi! Ouais, mais tu vois, ce truc d'offrande, là. Ouais. Et d'un coup, t'étais dans un truc où, voilà, et puis tu prends ton temps, et puis ton corps, il a besoin de temps aussi. Et je pense dans le vaginisme, c'est aussi beaucoup ça. C'est aussi répondre à c'est quoi mes vrais critères, mes vrais besoins dans ma sexualité. Et finalement, ça se résume pas à une pratique sexuelle. Ça se résume peut-être, et je pense, écoute, après, c'est ma passion, ça. Moi, je me suis tournée un peu vers ce qu'on appelle la sexualité sacrée, mais c'est toujours des mots un peu. Ah, mais moi, j'adore ce truc-là. Ça m'intéresse de ouf. Bah ça, j'ai abordé ça parce qu'en fait, je me suis rendu compte, si je vulgarise le truc, c'est pas un truc de tantra, c'est pas un truc de. C'est qu'en vérité, t'as plusieurs types de personnes, on a plusieurs profils sexuels, t'as ceux qui vont avoir une sexualité coquine, les jeux, les accessoires, les tenues, etc. Tu vas avoir ceux qui sont très sexuels, qui vont avoir une énergie, tu vois, très ils vont BDSM. Ouais, ils vont avoir aussi le truc de voir des corps, tu vois, les gens un peu qui font de la muscu et tout, je me dis cette sexualité par le corps, tout ça. T'as une catégorie qui est plus dans l'énergie finalement, mais qui est dans quelque chose où il y a pas de boutique, tu vois. On peut pas se dire ça coûte moins cher. Tu peux pas dire à quelqu'un comme un libertin, dire moi mon délire c'est d'aller dans un club échangiste le week-end et tu vois, c'est concret. Mais quand ton délire c'est d'avoir besoin de temps et de connecter avec la personne et de vraiment ressentir une envie profonde avant que ça arrive, donc avoir vraiment le temps et que tu préfères le faire une fois hyper bien. Et c'est difficile à aborder en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, moi ma manière, ma sexualité est très diverse parce que j'ai à la fois ce truc de vouloir m'amuser et tester plein de trucs. En revanche, il y a quelque chose qui me suit depuis ma première fois, c'est que pour moi la sexualité, c'est une manière de connecter extrêmement profonde avec l'autre, sans mauvais jeu de mots. C'est le moment où on fait plus qu'un, où il y a une sorte d'énergie de fusion. Voilà, c'est de la fusion. Et pour moi, ça rejoint ce que tu dis sur la sexualité, l'énergie sacrée. C'est quelque chose qui va au-delà de deux corps. Oui, c'est plus un truc pour se décharger et tout. Et d'ailleurs, quand on étudie cette sexualité sacrée, moi j'ai une copine qui a écrit un bouquin qui s'appelle Foufoune cosmique. J'adore. Mallory Malmasson Ça m'étonne tellement pas que ce soit ta pote. Ce bouquin est génial parce que du coup il dépoussière un peu aussi le côté tantra, genre t'es obligé de te mettre dans sa. Tout le monde pense que c'est chiant d'ailleurs le tantra, mais c'est moi j'ai testé des trucs. Bien sûr. Incroyable. Bah bien sûr. Mais même les hommes, ils ont ce truc un peu de se dire mais attends. Mais en fait, j'ai l'impression que ce qu'on n'arrive pas à capter, c'est que on se met dans une posture avec l'autre où d'un coup, en fait, on est deux et on va se dire l'un devient objet, l'autre désirant, et donc c'est un espèce de match où personne se dit pas grand-chose. C'est un jeu d'ego aussi, je trouve. Et c'est un jeu d'ego. Ouais. Alors que dans la sexualité plus mais quand t'es énergétique, ton délire, ton kink, c'est en fait d'imaginer ce qui va se passer. C'est tu te dis putain, tu vois, moi j'ai presque ce truc quand je repense à des soirées où j'ai envie du mec, mais finalement tout est mieux avant qu'il se passe un truc. C'est comme le McDo quoi, ouais. Voilà, exactement. Le McDo à 3h du mat, finalement, c'était mieux quand on avait envie que quand tu le manges, tu vois. Et en fait c'est se dire qu'en fait, et les garçons ont un peu de mal, je généralise un peu, mais ils ont un peu de mal avec ça parce que faut être très ancré avec soi-même, tu vois, être posé et pas être dans le faire. Exactement. Tu vois, c'est pas, et
tu sais, quand un garçon te dit qu'est-ce que tu veux que je te fasse, moi je ne sais pas quoi répondre. Je veux rien, je veux ressentir. De ouf. Et en fait, je veux ressentir l'énergie. Et c'est comme si parfois, et ça je l'ai fait, j'ai eu des expériences où ça s'est passé comme ça. C'est vraiment comme si, et je pense les premiers rapports avec quelqu'un, c'est qu'il se passe que ça. C'est que tu fais rien et t'es attiré. Et c'est presque laisser le truc pour que les corps s'attirent. Et si tu te dis, c'est pas lui, c'est pas moi, c'est nos corps. C'est tellement puissant. Et en fait, c'est comme un jeu, tu vois. Et moi, je sens maintenant, enfin en tout cas dans ma sexualité d'aujourd'hui, le seul truc différent d'avant, c'est que j'écoute. C'est que si j'ai pas envie. Ouais, mais meuf, c'est le plus dur et le plus important. Ah bah oui. C'est énorme. Mais en tout cas, l'après-vaginisme, je peux te dire, c'est vraiment. Tu peux avoir une sexualité pénétrative et revenir du vaginisme, c'est possible. Enfin, écoute, franchement, ça fait du bien d'entendre ça. Ce que c'est tout pas le ad monde dit, vitam mais... aeternam. Ouais, de ouf. Non, parce que c'est juste mettre au bon endroit ton intuition et te dire là, si je sens quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et que mon corps sait avant que mon cerveau ne conscientise la chose. Voilà. Tu vois, tu parles des hommes, écoute, il y a une jolie chose dans cette histoire que j'ai vécue, c'est que mon compagnon de l'époque, ça a totalement changé sa vision de la sexualité. J'ai été le meilleur coup de sa vie, mais de loin. Lui aussi, parce que tout d'un coup, on a enlevé la ces sortes. pénétration. Alors déjà, il y a à la fin, après quelques mois, on l'a refait, mais moi j'avais toujours mal, donc c'est très douloureux psychologiquement ça. Bien sûr. Mais on a enlevé tous ces préjugés, ces carcans qu'on nous avait mis année après année. Oui. Bah oui, bien sûr. Oui. Et puis surtout, oui, t'as besoin de douceur, En fait, le corps d'une femme, il a vraiment besoin de se sentir en sécurité. En sécurité. Et surtout, on ne sait pas... Bon, j'y reviendrai après, mais tout ça pour dire que lui qui pensait que c'est ce qu'il aimait, puisqu'on lui avait fait croire, la société, le porno... Bien sûr. Ouais. Tout se relie, quoi. Tout se relie. Il a découvert, en fait, quelque chose de beaucoup plus profond. Et encore une fois, sans mauvais jeu de mots, faut que j'arrête avec ce mot profond mot-là. Que tu apprécies particulièrement. Sauf qu'on a tout découvert ensemble et on a redécouvert quelque chose un lien tellement plus fort grâce à ça. En fait, ça a bouleversé beaucoup dans nos vies. Et il y a un truc que je trouve terrible, c'est à l'heure actuelle, j'ai l'impression que toutes les femmes doivent être dominées et les hommes dominants. J'ai l'impression qu'on a enlevé d'énormes tabous pour en imposer de nouveaux. Bien sûr. Et je trouve que c'est terrible et que ça n'aide vraiment pas les femmes ni les hommes d'ailleurs, parce que ça impose de nouveaux rôles dans la société. Oui, c'est ça, tu vois c'est ce que je dis dans le spectacle. Je dis franchement, c'est comme si les mecs ils nous avaient fait croire que plus on couchait rapidement, plus on était féministe. Tu vois, il y a un truc où d'un coup, je fais ce que je veux avec mon corps et tout. Et si t'as envie, et l'outil corps n'est pas. J'ai l'impression que personne ne sait, ni les femmes ni les hommes, comment on s'en sert et comment on l'entretient. C'est-à-dire qu'on va passer beaucoup plus de temps à nettoyer sa bagnole qu'à regarder comment fonctionne notre corps. Et vraiment, en plus, c'est super bien fait. Enfin, tu vois, le vaginisme, au début, tu peux te dire, moi, j'étais vraiment en colère. Moi, je luttais contre. Ouais, puis j'étais là, mais, tu sais, dans ta tête, elle a envie, t'es là, moi, moi, j'ai une sexualité. Et pourquoi je reprends pas le contrôle de mon corps aussi? Ça, c'est terrible. Ça me rendait dingue. Et à un moment, tu te dis, mais en fait, je vais faire équipe. Lui, c'est lui le capitaine du vaisseau, donc je l'écoute. Ok, est-ce que c'est ok, est-ce que c'est pas ok? Puis il y a ce truc aussi de pas oser dire non, pas oser dire. T'avais envie à 20h, t'as plus envie à 21h30. Pourquoi? Il y a quelque chose où on n'arrive pas bien à expliquer. Le désir, c'est désir féminin. Je pense c'est vraiment c'est fluctuant d'une heure à l'autre. Moi, je te dis, la lumière, l'ambiance, la qualité de fréquence, tu vois, de mon mec. Moi, si mon mec, il a une énergie où il est dans plein de trucs, téléphone, machin, en fait, j'ai besoin d'un temps. Tu vois, quand tu retrouves ton mec, moi, j'avais toujours ce truc où je me disais, c'est bizarre. Tu sais, c'est comme si je voyais la sphère autour de nous. Et d'un coup, tu dois harmoniser comme deux instruments de musique. Mais je ne peux pas, en fait, je ne peux plus me mentir avec le temps. Comprends. Et donc, du coup, je ne fais plus comme avant où j'avais la faculté de me mytho, quoi. Là, je peux plus me mytho, mais du coup, je sens un vrai le travail vraiment de guérison, dans le sens où l'apaisement, parce que t'es en équipe avec ton corps et tu dis, là, j'ai pas envie. Bon, je fais pas. Et je me dis pas, oui, mais en fait, ça veut dire que,
Non. Putain, c'est si juste. Tu vois, c'est vraiment d'être en harmonie avec ça. Et ça décuple tout, d'ailleurs, c'est encore mieux, non? Et surtout, je trouve, et comme la connaissance de soi, oui, mais c'est surtout que dans la relation à l'autre, dans la relation d'amour, en fait, de pouvoir dire ça et l'exprimer de la bonne manière, parce que c'est un travail sur plusieurs années. Hein. Moi, le premier mec avec qui j'avais mal, et qui était dans un truc de, tu vois, vraiment la culture porno, toute l'approche était horrible et tout, et je n'avais pas les mots. De lien, non, en fait, il est pas avec moi. Il est pas avec toi, c'est dingue. C'était un objet et pourtant il m'aimait, tu vois, mais je détestais ressentir ça, mais je n'avais pas les mots et j'étais en colère et je l'engueulais. Je disais, je veux pas comme ça, mais je savais pas quoi dire d'autre. Et lui ne comprenait pas. Des années plus tard, je l'ai appelé, je lui ai dit, j'ai compris des choses sur ma sexualité, je m'excuse de t'avoir un peu embrouillé, mais je ne comprenais pas, je lui ai expliqué, quoi. Il m'a dit, ah bah, ça me fait du bien que tu me le dises. Ok, ouais, lui aussi, ça l'avait marqué, ça. Bah ouais, parce qu'en fait, eux, ils comprennent pas, et quand t'as pas les mots, c'est ça le plus dur. Donc, de lire, moi, tous les livres que j'ai lus, j'ai lu un très beau livre. Alors, ça, je le conseille. Ça s'appelle À la recherche de l'orgasme divin. Ok. C'est une nana qui, à une première fois, alors elle est idyllique, c'est-à-dire que c'est vraiment alors il y a un peu de tout, J'ai eu 4 orgasmes. Non mais vraiment elle a un orgasme qu'elle appelle divin. Arrête. Et c'est vraiment un mec, elle fait le mur de chez ses parents, il a une petite chambre de bonne, elle y va, elle a pas le droit d'être là. Alors ça c'est intéressant pour parler du tabou, je te dirai après, mais en tout cas elle est là cette nuit-là, elle doit rentrer tôt parce que voilà, et donc elle a cet orgasme dont elle va rechercher la saveur toute sa vie à travers diverses pratiques. Et aujourd'hui, elle a monté une école de tantra, Sky Dancing, je crois que ça s'appelle. Elle s'appelle Margot Anand. Et j'avais trop envie d'aller essayer. Mais en tout cas, elle décortique un peu toutes les formes d'orgasme et pourquoi elle a cet orgasme à ce moment-là. Mais elle est dans un tel lâcher prise parce qu'elle est en confiance avec ce mec et en même temps très excitée par ce qui est l'interdit. Et qui est quand même dans nos sociétés, je pense que quelque part on a besoin de parler des choses, mais que c'est pas forcément l'interdit, mais en tout cas le tabou, la pudeur existe quand même encore, parce que sans ça, je pense qu'on n'aurait pas vraiment envie. Et d'ailleurs, c'est un fantasme qui est beaucoup plus prédominant chez les femmes que chez les hommes. Alors, je suis pas capable d'analyser pourquoi. Ah bah si. Parce qu'en fait, on est tellement habitué à être objet de désir, mais pas désirante. Du coup, en fait, quand l'autre te désire, tu fais, c'est pas moi. Moi, je suis juste l'objet. Je suis propre. Voilà. Ouais. Je ne suis pas sale mais ça, on est assis sur des siècles de trucs tabous pour ça. Mais je trouve ça trop intéressant. Et je pense que, en tout cas, mon spectacle, ça raconte le parcours d'une femme qui va désirer. Et qui dit, mais qui même dit à sa famille, je désire, tu vois. Ça va être un peu ça. Là, je l'ai pas encore, on est un peu tôt ils l'ont pas encore vu, mais. Ils le verront. Un jour, ils le verront. Tu parlais tout à l'heure de douceur et je trouve que c'est la chose dont on ne parle pas assez là-dedans parce qu'on est vachement et même si aujourd'hui on reprend le pouvoir sur son désir, il y a quelque chose qu'on oublie quand même dans la bataille, c'est de la douceur pour son corps, de l'écoute de soi. Parce qu'on est quand même encore vachement sur l'autre, sur son plaisir, sur la être bien, qui nous aime, qui nous rappelle, qui ouais. Et ouais, la douceur, en fait, même je dis, tu vois, regarde, je voulais écrire ça pour le spectacle. Je dis, si tu te fais ça, tu fais une caresse très douce, ou si tu fais ça, je veux dire, c'est pas la même chose. Ouais, tu ressens pas le même truc. Ouais. Je disais, c'est comme si les gens qui goûtent Mercotte et Cyril Lignac, quand ils goûtent les pâtisseries, tu sais, ils sont là, ils bouffent tout hyper vite. Non, tu vois, j'ai pas envie d'imaginer Mercotte dans une discussion sexo, tu vois. Ouais, mais t'as l'exemple, si Mercotte, elle boulotte le Paris-Brest. Ouais, c'est ça. En fait, est-ce qu'elle va elle va pouvoir donner sa note? Elle va pouvoir dire si c'est, qu'est-ce qu'elle a ressenti, etc. C'est trop vrai. Et en plus, je trouve que quand tu fais, c'est même pas un préliminaire, mais c'est une entrée en matière, en tout cas, un temps de chauffe. Il y a un mec aussi qui a écrit beaucoup sur la sexualité qui s'appelle Mantak Chia et qui dit en fait que le corps d'une femme, c'est l'eau. Et l'homme, ça va être le feu. Et au moment de la pénétration, c'est le feu qui rentre dans l'eau. Mais si l'eau, elle est froide,
on éteint le feu. Alors que si on fait bouillir l'eau, alors il peut se passer quelque chose. Et en fait, c'est vraiment la bouilloire. Je veux dire, quand un thé tiède, on est d'accord que c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Donc du coup, il y a ce truc de comment on fait chauffer le corps d'une femme, et c'est pas un truc de préliminaire finalement. Je pense que ce serait intéressant de faire ce sondage-là, mais moi j'ai essayé parfois d'expliquer. Alors j'avais vu une nana aussi qui fait de la réparation aussi, et elle disait, et j'avais été la voir parce que je voulais un peu initier mon mec à cette sexualité douce, tantrique, etc. Mais lui, il me regardait genre, attends, donc là on se met là, mais on fait rien. Et à un moment il se passe un truc. Je dis non, en fait le but c'est qu'on sait pas s'il va se passer un truc. Ferme ta gueule, putain. En fait Gérard, on se touche pas, mais peut-être qu'on va se toucher. Et le fait de se dire qu'on va se toucher, peut-être que, et en fait on s'effleure, mais peut-être il se passera quelque chose, mais peut-être il se passera rien. Donc t'as l'impression d'être. Et donc j'avais été la voir, je dis je n'arrive pas à lui exprimer ce que je ressens. J'ai lu des livres, elle me dit alors écoutez, franchement je vais vous dire, soit ça marche pas. Elle me dit on va pas être là pendant l'acte, page 12, chapitre 4. Elle dit franchement il y a des fois où bon bah c'est pas on n'a pas la même sexualité comme le langage de l'amour. Des fois on n'a pas le même registre en fait. Et c'est de se dire en fait en tout cas moi ce qui m'intéressait c'est de me dire à toutes celles et peut-être ceux qui se sentent un peu isolés en se disant mais je comprends pas, j'arrive pas à avoir ce que je veux. Et c'est comme si on avait un club, le club je sais pas comment on l'appelle, le club des énergétiques, le club du mais de peut-être il va se passer un truc, tu vois. mais ce club-là existe, et moi quand j'en parle autour de moi, j'ai plein de gens qui me disent mais oui, mais c'est ça, et on met pas de mots parce que comme tu vas à Place Pigalle, tu peux trouver plein d'objets. Moi, les objets, ça m'intéresse peu finalement, tu vois. Après, il y a le côté coquin. Tu peux être deux trucs. Tu peux être un peu coquin, un peu énergétique. Mais en tout cas, cette approche-là de l'expérience, de se dire. Mais c'est aussi un truc de confiance. C'est du grand frisson aussi. Est-ce que il va me désirer? Toi, t'as peut-être envie d'être regardé, aimé, désiré. Et c'est comme ça que tu trouves ton expression. Tu laisses faire le corps aussi. Ça c'est pas facile, mais c'est aussi avoir confiance. Mais des fois, et c'est long parce qu'on a des journées en plus, on est connecté, on est, tu vois, dans les fréquences, on est bouillonnant tout le temps. Donc le temps de rentrer chez toi, t'asseoir, c'est vraiment prendre un temps. C'est même pas un temps pour faire l'amour. C'est un temps pour se retrouver. Pour se retrouver, mais c'est ça le but, c'est de connecter quand même à l'autre, de se sentir aimé, de montrer son amour à l'autre. Et je crois qu'on a besoin beaucoup d'amour, et que finalement, même un coup d'un soir, finalement, c'est une envie d'amour que tu assumes pas, quoi. C'est pour ça que j'ai arrêté. D'ailleurs, c'était très drôle. Mon père qui pas nécessairement féministe par ailleurs, était extrêmement féministe sur le sujet, très en avance. Je me rappelle qu'il m'avait dit, je sais pas, j'avais 20 ans, Pauline, faut que tu couches avec plein de mecs pour savoir ce que tu veux dans la vie. Et avant de te marier, c'est très très important, tu vois. Wow. J'avais été un peu offusquée. J'étais allée... T'avais écouté. J'avais écouté, et en fait, ça ne me correspond pas du tout. Parce que moi, j'ai envie d'amour et que je m'attachais à deux mecs qui, dans le fond, me faisaient pas tant vibrer que ça. Mais juste parce que j'avais couché avec eux. Mais en tout cas, je vois très bien. Oui, c'est te dire, je lui ai quand même donné ça, donc maintenant c'est mon mari. Bah ouais, de ouf, c'est mon mari. J'attends la bague parce que j'aime bien les diamants et j'en ai pas eu. Mais dans le fond, alors tout le monde n'a pas cette envie-là, mais pour beaucoup, quand on couche avec quelqu'un, c'est avoir un frisson d'une nuit, se sentir vivant, se sentir aimé, pouvoir dormir dans les bras de quelqu'un aussi. Ouais. Oui, on minimise un peu tout, et puis je pense aussi qu'on est dans une société où là, tu vois, moi j'ai eu plein de ruptures, t'étais là, t'as des critères. Après tu fais un petit une charte, tu vois, je suis là, ça y est. Voilà, t'es là dans la charte. Alors ça c'est non, ça je prends plus, ça c'est machin, et après c'est comme un entretien d'embauche. Et ça bon, après, je me dis à chaque fois, je parle de trucs, j'ai fait des stages et tout. J'avais fait un stage sur l'amour, et justement sur le truc des critères, il y avait un moment où on parlait de critères, et moi j'avais fait ma liste,
Et donc, ce qui était trop intéressant, c'est que toutes les nanas du groupe, on était là, oui, donc il est indépendant, très indépendant, il gagne bien sa vie, tu vois. C'était des meufs qui bossaient, donc tu te dis, attends, en face, j'ai quelqu'un de... Et la coach, elle dit, mais il est indépendant, mais il est jamais là. En fait, tu le vois jamais, c'est ça que tu veux? Est-ce que c'est pas toi qui est un peu Ouais, t'es là. fermé à la mort? Non, c'est pas ça. Et après, tu dis, il gagne bien sa vie, mais s'il est odieux avec les gens autour et qu'il a plein d'argent, c'est ok. Attention du coup aux gens qui gagnent extrêmement bien leur vie, ils sont pas beaucoup à la maison non plus, hein. Oui, apparemment. oui, c'est ça. Bah oui. Donc elle dit, c'est ça que tu veux. Et donc t'es là. Et en fait, tu transformes indépendant et qui gagne bien sa vie par passionné par ce qu'il fait. Parce qu'elle dit, par exemple, il gagne bien sa vie, demain, il veut changer de métier parce qu'il a envie de faire un autre truc. Pendant 2 ans, il travaille pas. Tu le quittes. Et d'un coup, elle dit tous les critères basés sur l'expérience passée, tous les critères de j'ai souffert de ça, donc plus jamais, c'est pas un bon critère. C'est pas le bon critère. Tu vois, c'est oui, ça fait en fait tu tires la corde de la peur au lieu de la corde de l'amour, de qu'est-ce que j'aimerais. J'aimerais trop un mec qui Attends, fait ça. bouge pas, je vais prendre mon portable. J'ai justement écrit cette liste à un mec hier soir. Attends. Il est où mon portable? Je sais pas, il était là. Tu vas me dire si tu valides ma liste. Je te coupe, hein. Non, vas-y. Et qui me dit, c'est quoi ton style? Je dis un mec optimiste, heureux d'un rien, toujours motivé à faire des activités cool, qui soit ambitieux, drôle et intelligent émotionnellement, qui a envie de communiquer calmement, par exemple, pour résoudre un conflit. Ok? Je lui dis, et toi? Et là, moi, je suis vraiment descendue de 15 étages. Je dis, je sais pas, j'ai pas trop réfléchi. Je sais pourquoi tu me poses la question, si, tu vois. Je sais pas, souriante et sensuelle. Oh, l'enfer. Oh, l'enfer. Next. Oh, next. Ouais. Le gars qui a pas réfléchi à ce qu'il voulait dans la vie. Tu sais, qui est pas entreprenant de lui-même, en fait. Non. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais après, il faut se dire que dans le coaching, elle disait, mais attends, on n'en cherche qu'un. Et bon, après... C'est quoi ta liste au final, alors? Je te coupe plein de Ma fois. liste au final, c'était quelqu'un d'ouvert d'esprit. Je me souviens pas bien, mais parce que ma vraie liste a été très longue. J'avais mis des trucs genre indépendant, parce que j'avais eu un mec qui me collait, donc je voulais pas. J'ai remis en cause pas mal de principes dans ma relation, parce que du coup, j'étais en mode non, mais moi, Virginia Woolf, ma chambre à moi, tu vois. Et en fait, non, c'était un mec qui est pas intrusif. Tu peux vivre avec, enfin, tu vois. C'est ça, il y a une différence entre un mec collant qui ne fait et intrusif et toxique, avec qui, c'est compliqué la vie à deux. Et non, j'avais quoi? Moi, j'avais vraiment à cœur de pouvoir. Mais j'avais un peu le fantasme de pouvoir être celle que je suis quand je suis célibataire. Puis comme j'avais après à vraiment être bien en ma compagnie, j'avais toujours l'impression qu'être en couple, c'était abolir ce règne-là. Et en fait, c'est aussi les croyances qu'on se fait, tu vois. Moi, j'avais vraiment un truc de le couple égale prison. C'était vraiment ancré, tu vois. Qu'est-ce que je vais avoir envie de me mettre en couple? Et j'adorais pas les ruptures, mais le sentiment de m'échapper, d'avoir une page blanche, de dire putain, je vais faire ce que je veux. Ça, c'était trop bon. Mais en fait, tu peux l'avoir en étant avec quelqu'un. J'ai découvert récemment. Et ça n'a rien à voir avec mes ex, c'était plutôt à voir avec la relation qu'on avait à deux, que j'avais une fausse croyance comme quoi en couple je perdais ma créativité. Pareil. Que je me fanais un petit peu, tu vois. Exactement. Et donc, ça te fait presque avoir peur de te remettre en couple parce oui, t'as pas envie. Bah non, et puis t'aimes tellement mieux effectivement celle que tu es quand tu sors d'une relation. Parce qu'au bout d'un moment. Oui, un moment t'es un peu une mémère à chat et t'es là. C'est ça. C'est ça. Et c'est rencontrer quelqu'un qui va t'aimer dans ta puissance et pas parce que. Ouais, l'ego masculin, c'est quand même toujours le truc. Moi, j'ai toujours eu du mal à accepter, de me dire, oui, je suis une femme dans la lumière, je suis une femme qui crée. Tu vois, c'est quand même des principes qui peuvent faire peur. T'es jolie et t'es drôle. Ouais, ça c'était les deux trucs où ça peut déstabiliser. Et tant que je l'avais pas accepté. Ça matchait pas, et surtout j'étais confrontée à des mecs où ça me faisait choisir. Tu dis attends, mais tu préfères t'éteindre comme une vieille bougie ou
activer cette puissance, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai trouvé cet équilibre-là et c'est très juste de dire vraiment, j'avais l'impression de me faner, alors que là, j'ai l'impression d'upgrader en fait, de me dire en fait cette relation, elle me pousse vers le haut. Mais ouais. Ah, trop bien. Mais c'est vrai que c'est aussi traverser quand tu veux être vu par quelqu'un, c'est accepter d'être vu dans ton entièreté. Et donc cette personne-là te stimule sur tout ce qui fait tes qualités en fait. Ouais. Et qui me voit comme moi je me vois. Waouh. Et en même temps, j'ai dû accepter qu'il voit aussi des trucs que je voulais pas qu'on voit. Ouais, mais tu sais, je me suis rendu compte que les trucs que j'essayais de cacher, c'est ce qui faisait en définitive que les mecs tombaient amoureux de moi. Eh oui, je sais. Et moi, à un moment, t'es toute lisse et tu fais non, je n'ai pas de défaut. La meuf cool, le syndrome de la meuf cool. Ouais. Oh, l'enfer. L'enfer. Puis c'est fatigant à tenir. Ah bah franchement, c'est épuisant. Ouais. Épuisant. Moi, je lutte chaque jour, mais et puis là, j'apprends à me dire, ça me fait chier. J'ai pas envie. Ouais. Oh, j'ai pas envie du tout. Je veux pas le faire. Pas me dire, putain, mais est-ce qu'il va me quitter parce que le frigo est vide. Non, mais c'est aussi c'est un truc d'amour de soi parce que tu peux pas. C'est embrasser tout ce que t'es, tout, et pas se dire il va me quitter parce qu'il va voir cette partie-là. Et plus de douleur. Et plus de douleur. Yes. Mais oui, mais vraiment parce que je pense que j'étais arrivée à un moment de ma vie où en fait t'as l'intuition, tu reconnais, tu sens, tout est au vert et dans le sens où vraiment je me sens comme il faut. C'est pas, je veux dire, c'est quelqu'un d'une grande qualité, mais si tu veux, je suis pas dans un. Déjà, j'en ai pas beaucoup parlé à mes copines parce que je disais finalement, au lieu de raconter une histoire, je la vis. Tu sais, puis moi j'étais moins besoin. Non mais j'étais pas dans le truc de dire ouais tu vois non mais ce qui s'est passé c'était dingue. Attends, je te raconte, alors qu'on a vécu des moments, enfin on vit des moments très forts, mais je me suis détachée de ça et surtout il y a vraiment de l'espoir dans le sens où si tu donnes à ton corps l'attention et l'écoute du désir, de se dire attends là est-ce que c'est un désir endormi qui peut se réveiller, est-ce que c'est un petit feu qu'on peut rallumer, est-ce que là il faut une pause, comment là je dois être abordée, comment le dire et avoir quelqu'un à l'écoute, parce que c'est sûr que mais c'est le truc d'être désirante et je finirai sur un livre qui s'appelle Femme désirée, femme désirante d'une gynécologue qui s'appelle Dr Flammenbaum, qui est un très beau livre, facile à lire. Je pense que toutes les jeunes femmes devraient lire ce bouquin parce que c'est vraiment femme désirée, femme désirante. Et elle parle justement de la corrélation entre nos problèmes gynécologiques et le désir. Que la mycose, c'est aussi un désir qui est bloqué dans notre ventre et en fait il circule pas, tu vois, donc ça chauffe et donc du coup ça crée. Mais moi je trouve ça fascinant de comprendre ça. C'est passionnant, ce coup de vraiment aller chercher une explication un peu moins gynécologique si vous avez des cystites en permanence avec un cum ou des mycoses. Ça, c'est universel comme expérience. Moi, j'ai eu une mycose avec un mec sans qu'il me touche. Non. Le plus gros red flag de l'univers. J'étais un date. Un date. Un date. Putain, la meuf. Il s'est rien. Qui parle. Hein. Il s'est rien passé. Ouais, ton corps, il a fait hell no. Mais vraiment, genre, vraiment, je suis là. Ça, c'est un red flag de malade mental. Ah ouais. Là, le corps, tu lèves les bras et tu fais OK. Pose ton arme maintenant. Et vraiment, et ça s'est révélé que le gars était ultra toxique. Dingue. Ultra toxique. Alors moi, avec le vaginisme, j'ai fait de la vulvodynie. C'est la vulve qui te brûle en permanence. C'est des douleurs neuropathiques. Ça, malheureusement, j'en suis pas encore sortie. J'ai encore mal par épisode et je travaille beaucoup avec une énergéticienne. Le tout premier date que j'ai fait post-rupture, un mec hilarant, on a passé une très bonne soirée et tout. Le lendemain au réveil, ça me brûlait. Et sur le coup, je me suis dit, est-ce que c'est parce que tu as peur de te réouvrir aux hommes, tu vois? Moi, mon problème, je suis le problème. Et puis, 2 jours après, on m'a dit que il a trompé toutes ces meufs, machin. Bah, en fait, t'imagines le radar? Je le sentais. Bah bien sûr, mais évidemment. C'est trop marrant. Moi j'adore parce que c'est un vrai outil, notre corps, et même aujourd'hui tu vois dans
la société d'aujourd'hui avec tous les jours, on apprend que machin, tu vois, les MeToo et qu'il y a une réalité. Mais putain, je veux dire, il faut que les garçons soient éduqués, il faut que ça change, il faut que les mecs fassent quelque chose de leur pulsion sexuelle parce que c'est pas normal. Et nous, utilisons notre radar, utilisons ça, développons ça à balle, quoi. Au lieu d'être dans une énergie de combat, de je vais vaincre ça, juste prendre un peu de recul et prendre un temps pour soi. On est toujours dans le côté je vais revenir, je vais réussir, je vais faire mieux, etc. Une énergie masculine. Bah, c'est l'énergie du faire contre l'énergie de l'être. Et d'ailleurs, c'est ça qui est, je pense, assez génial quand tu réunis les deux. Mais apprendre à être juste là, c'est pas, on le fait pas beaucoup, hein. On le fait jamais. Des fois, je cours partout. Mais moi, j'ai besoin à un moment de faire. Attendez, moi là vraiment, je vais juste respirer 2 secondes parce que sinon je vais pas tenir la route en fait. Mais dans la sexualité, c'est aussi ça et besoin de très simple en fait. Quand moi j'avais vraiment un kink. Mon kink, c'est la lumière. Une mauvaise lumière, ça peut tout me péter. Et moi, je mets des petites guirlandes chez moi. Tu vois, tout est vraiment une guirlande, des bougies. Enfin, vraiment, j'étais tout le temps là-dedans. La lumière, c'est genre, je suis un chef-op du cul, quoi. C'est vraiment. Et tu vois, chef-op du cul, c'est incroyable. Mais vraiment, tu vois, vraiment, ça peut. Et avant, je pouvais me dire, j'aimerais tellement éteindre cette lumière, et je le faisais pas. Alors que, en fait, parce que t'as un peu honte, quoi. Alors que c'est oui, ton parce besoin. qu'on t'a dit que justement c'est plus cool de garder la lumière parce que ça veut dire que tu assumes totalement ton corps. Non, parce que j'assumais même pas de dire je désire que la lumière soit non, c'est toi t'es bien, bon bah super. Alors si toi t'es bien, moi je suis bien. Faux. De ouf. Non, c'est désirer. Je désire que la lumière soit comme ça. Je désire que ça se passe comme ça. Je désire ne pas aller trop vite. Je mets la cadence. Et je crois que les mecs, en plus, tu sais quoi, je suis certaine que ça leur plaît parce que tout d'un coup, ils peuvent aussi souffler un peu. Et dire, alors, il y en a, on les aura pas. Hein. On les aura pas, et ceux-là, on les veut même pas dans notre lit d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a des hommes ouverts et d'ailleurs, ça leur plaît de comprendre et de. Tu vois, quand t'as quelqu'un qui t'explique la machine, c'est beaucoup plus sympa, quoi. À fond. Tu vois, dans mon malheur, cet amoureux qui a eu des propos déplacés et qu'il a beaucoup regretté, a été d'une extrême douceur dans la reconquête, moi, de mon corps. Il ne m'a jamais forcé à rien et au contraire, je crois que ça lui plaisait bien aussi de redécouvrir, de faire un pas de côté. On lui avait même jamais permis, en fait, de se questionner là-dessus. Bien sûr. Tu vois? Ouais, je sais bien. Allez, ben écoute. En avant Guingamp! En avant. Non, mais c'est cool parce que je pense qu'il y a des choses qui vont bouger. Mais il faut mettre des mots. Ça me fait tellement... Je n'en ai jamais parlé sur le podcast. C'est vrai. Ça me fait tellement plaisir d'en parler avec toi, de savoir que cette expérience, en fait, il y a des meufs cool, normales, saines, qui l'ont vécue aussi. Bien sûr. Et qu'elles s'en sortent. Ouais. Et qu'elles ont des amoureux qui boostent leur créativité. Non, c'est sûr. Mais en fait, tout ça m'a permis aussi d'être plus près de ce dont j'ai besoin, tu vois. Ouais. Et si je l'avais mentalisé à 10 ans, j'aurais pas du tout, j'aurais pas misé là, tu vois. Mais finalement, quand tu t'alignes et tout, mais vraiment, je pense, moi j'avais vraiment à cœur avec la traversée du vaginisme qui a été un enfer. C'est très dur. C'est un enfer parce que tu comprends pas la douleur déjà, et puis après du coup t'as pas envie d'avoir mal et tout ça. C'est terrible parce que tu essayes de passer au-delà, donc tu fais du mal à ton corps en permanence. T'es contre ton camp. Tu culpabilises. Moi, la vraie connerie que j'ai faite, c'est qu'au lieu de m'arrêter, de dire attends, je vais souffler, pourquoi j'ai mal, tranquille et tout. En fait, j'ai voulu pousser mon corps à bout pour arrêter tout ça. Et j'ai une kiné qui est fantastique, qui est extrêmement féministe, qui est géniale et qui m'a toujours dit mais vous n'avez pas de vaginisme, votre corps réagit à une situation. Oui, c'est pas t'as un problème. C'est t'as une alarme. T'as une alarme. T'as l'alarme vérissure. Merci. Putain. Vrai. Quand tu changes de point de vue, où tu te dis j'ai un problème, où je disais oui, donc moi j'ai besoin de prendre mon temps. C'est comme si j'avais un problème. Putain, mais moi ça va être ça le premier avec qui je vais le faire. Alors il faut que je fasse mon CV sexuel. Je peux te dire, tu peux être très surprise. Ah ouais. Moi j'avais juste dit, j'ai par le cul d'abord, non, je rigole.
avait juste parlé de temps et de dire et d'évoquer le fait que tout ne tournait pas autour de la pénétration. Et après, bon, c'est sûr que le spectacle s'appelle Sexe, donc ça a été beaucoup ma conversation avec des gens et avec mon mec aussi. C'est une des premières conversations. C'est très étrange de parler de sexe avec quelqu'un avant d'être même dans une situation de. Mais là, c'était presque professionnel. Bah là, mon spectacle, machin. Tu vois, je parlais je parle de mon taf. Ouais. C'est un peu, je pense, quelqu'un qui est sexologue, il doit vivre la même chose. Mais d'un coup, tu parles de ton taf et d'un coup, tu viens dire des trucs qui sont quand même des grosses infos sur toi. Mais c'était super parce que du coup j'avais posé les bases, mais surtout vraiment fait confiance à ton corps, parce que je te promets que moi j'étais vraiment surprise de ne pas rentrer dans les détails, mais j'étais là. J'aurais jamais pensé que ça se remette à un endroit où c'est juste et où c'est tu vois, vraiment d'avoir du désir pour la pénétration. Avant, c'était vraiment tout ce qu'il y avait avant, super. Après, l'enfer. Pareil. Donc vraiment aie confiance là-dedans. Mais c'est surtout que tu vas trouver quelqu'un qui est hyper aligné avec toi. Et ça va être super. Et comme moi, je serais vraiment alignée avec moi, je pense que, tu vois, mais oui, ça va permettre ça. Et franchement, il y a des mecs qui sont vraiment à l'écoute de ça. Faut vraiment avoir la foi. Ah ouais, de ouf. Bon, alors ce mot de la fin avec cette statue. J'espère que cet épisode aussi trouvera son auditoire. Non, mais c'est un plaisir aussi pour moi d'en parler, parce que moi, j'étais toute seule dans ma chambre avec mes bouquins et tout. Et je me suis dit, mais le monde doit savoir. Et quand j'en parlais autour de moi, d'un coup, moi j'ai rencontré plein de meufs où tu parles, et d'un coup, elle aussi elle a une bartholinite, l'autre aussi a une cystite, vaginisme, machin. Je me dis, mais attendez, s'il te plaît, on n'est pas au courant de rien, là, on n'a rien. Donc ce spectacle-là, il est aussi pour réparer ça. Alors, j'ajoute quand même que c'est très marrant. C'est ce podcast beaucoup avec des vannes, c'est comme ça. Ouais. Là, j'aime bien, parce que c'est aussi ma lecture, tu vois, d'avoir quelque chose de sérieux et de doux. Mais c'est vrai que le spectacle, j'ai très envie que les gens repartent avec des outils pour parler, et que ce soit, qu'on se dise, comme là on vient d'en parler, je sais pas combien de temps, et d'un coup on n'a pas l'impression d'avoir parlé de cul, tu vois, on a parlé de sexualité, et c'est pas pareil. Avec de la douceur. Ouais. Alors le premier spectacle était hilarant, et même 2 jours après ma rupture, j'étais morte de rire, donc tu vois, c'est quand même un certain level de voilà. Et ce que j'avais adoré dans ton spectacle, vraiment, sincèrement, je le trouvais génial, c'est qu'il était extrêmement drôle, il y avait des moments de réflexion. T'avais soigné les décors, tes costumes. En fait, c'était un tout. On était dans un univers pendant 1 heure et quelques. Donc là, j'ai vraiment hâte. Là, ça va être un autre univers, mais ouais, je suis super contente de ce spectacle. Je crois que c'est le spectacle de la maturité. Oh, ça y est. Ça y est. Enfin, après 10 ans de Bérangère, il était temps. L'émancipation. Merci beaucoup. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter podcast LL en majuscule, ou sur Facebook La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.